OK, ben, il était 32. Je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance Planifier votre carrière présentée par Étudiants GC et le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je m'appelle Marie-Pierre Boucher et je vais être la modératrice de cette séance. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir parmi nous Joshua Frame et Véronique Leblanc, nos deux panélistes qui vont vous partager leurs conseils pratiques pour vous aider à anticiper et planifier votre carrière au sein du gouvernement du Canada. Peu importe si vous êtes étudiant, stagiaire, nouvellement diplômé ou simplement si vous aspirez éventuellement à vous joindre à la fonction publique fédérale. Donc, ça va être une séance très informative. Avant de continuer, j'aimerais reconnaître que je me joins à vous depuis Jogjaga, aussi appelé Montréal, le territoire traditionnel non cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Je suis choyée d'être ici et j'exprime mon respect envers les peuples autochtones qui en prennent soin depuis des générations. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous se joignent à nous à partir de différentes parties du pays. Alors, je vous encourage à prendre le temps de reconnaître le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez également. Alors, c'est ça, je me présente. Comme je l'ai mentionné, je m'appelle Marie-Pierre. Je viens récemment de me joindre à l'équipe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux en tant que chef d'équipe des communications. Je suis traductrice agréée et ça fait maintenant quelques années que je travaille dans la fonction publique dans les domaines de la traduction, des communications et de la rédaction. Je suis, comme vous, étudiante. Je suis en train de faire ma maîtrise à temps partiel en administration publique à l'ENA. Aussi, j'ai commencé ma carrière dans le cadre de mon bac. J'ai fait le programme coop et j'ai eu la chance de faire un stage au gouvernement à emploi et développement social qui a ensuite mené à un emploi étudiant à temps partiel. Donc, je sais c'est quoi être étudiante au gouvernement. Puis ce que je peux dire, c'est que j'aurais vraiment aimé, quand j'étais étudiante, connaître les ressources qui vont être présentées aujourd'hui. Je pense que c'est des conseils très pratiques pour les étudiants au gouvernement. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Donc, c'est ça, juste quelques petites consignes techniques. Premièrement, si jamais vous avez des problèmes techniques ou si l'image ou le son est de mauvaise qualité, vous pouvez, si vous êtes connecté au VPN, vous pouvez vous déconnecter. Des fois, ça règle le problème. Aussi, comme vous avez pu le remarquer, votre caméra et votre micro sont désactivés. Le clarotage est aussi désactivé, mais vous pouvez utiliser la fonction Q&R ou Q&A pour poser toute question que vous pourriez avoir. À la fin, on va avoir une période de questions, donc restez à l'affût de ça. Puis vous pouvez aussi voter pour les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Et aussi, on va avoir quelques questions de sondage pour vous tout au long de la séance, donc restez à l'affût. Et la séance va se dérouler entièrement en français. Pour que vous puissiez la regarder plus tard, on va enregistrer la présentation en français et celle en anglais qui se déroule en même temps que celle en français. Donc, vous allez pouvoir voir les présentations sur la chaîne YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux bientôt. Prochaine diapo. Aussi, tout le contenu de cette présentation va être publié et maintenu à jour sur la page d'étudiants GC. Donc, on vous invite à scanner le code QR à l'écran ou visiter notre page GC Wiki pour voir le contenu. Sur la page GC Wiki, il y a aussi beaucoup d'informations et de ressources très utiles pour les étudiants. Donc, on vous invite à la visiter. Prochaine diapo. Donc, c'est ça, je vais faire un petit résumé de l'activité précédente. Dans le fond, la séance d'aujourd'hui, Planifier votre carrière, c'est la deuxième partie de la série d'apprentissage d'étudiants GC. La première, c'était débuter votre session. Donc, juste si vous n'avez pas pu y assister, dans cette session-ci, on a vu qu'après votre premier emploi au gouvernement du Canada, c'est plus facile pour un gestionnaire de vous réembaucher ou qu'un autre gestionnaire d'une autre équipe ou ministère vous embauche parce que dès que vous avez de l'expérience au gouvernement du Canada, c'est plus facile et plus intéressant pour les gestionnaires d'embauche de vous recruter. On a aussi vu qu'après 6 mois d'emploi étudiant à travailler plus de 12,5 heures par semaine et sans bris de service,
Vous avez alors droit aux assurances et vous contribuez au fonds de pension. Donc, avant ça, si vous travaillez moins de 6 mois ou moins de 12,5 heures par semaine, vous n'avez pas d'assurance en tant qu'étudiant et vous ne contribuez pas au fonds de pension. On a aussi vu qu'après vos études, vous pourriez être embauché, intégré à la fonction publique dans le cadre du processus d'intégration des étudiants. Ça, c'est un processus non annoncé externe. On va voir un peu plus tard c'est quoi que ça veut dire, ces termes-là. Mais en gros, ça, c'est ce qu'on appelle souvent en anglais le student bridging. Donc, c'est la possibilité pour vous d'être intégré à la fonction publique après vos études. Et enfin, on a vu que vos années de travail en tant que travailleur étudiant peuvent compter dans vos années de travail si vous voulez faire un rachat de service. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, si vous êtes travailleur étudiant, vous ne contribuez pas nécessairement au fonds de pension, mais si plus tard vous intégrez la fonction publique, vous pouvez ensuite aller racheter votre temps en tant qu'étudiant pour que ça contribue au calcul pour le fonds de pension. Donc, c'est une option intéressante. Donc, c'est ça, si vous avez manqué la première séance, vous pouvez aussi aller voir notre GC Wiki, le GC Wiki d'étudiants GC pour voir le contenu de la première séance. Prochaine diapo. Donc, voici ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va, dans le fond, approfondir un peu les connaissances qu'on a vues pendant la première séance. Donc, on va parler du contexte actuel au gouvernement du Canada. On va parler des différents groupes et niveaux des postes, les types d'emplois et les processus pour appliquer à ces emplois. On va parler des bassins et des répertoires. On va voir comment trouver et postuler à des emplois sur la plateforme Emploi GC et comment trouver des emplois de manière informelle. On va vous présenter quelques autres ressources supplémentaires. On va faire quelques petites annonces et enfin, il va y avoir la période de questions à la fin. Donc, premièrement, on aurait une première petite question de sondage pour vous. Donc, c'est à l'écran maintenant si vous voulez y répondre. Donc, c'est sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de connaissance au sujet de la planification de carrière au sein du gouvernement du Canada? Donc, si vous répondez 5, c'est que vous en savez déjà beaucoup sur la façon de bien planifier votre début de carrière dans la fonction publique. Donc, je vais laisser une petite seconde. Ah, je pense qu'on a tous les votes, je crois. Ouais. Donc, on voit des 1, on voit des 2, on voit des 3. Donc, c'est ça, je vois qu'il y a quand même la place aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant parce que on va voir peut-être que je suis certaine que votre niveau de connaissance va vraiment augmenter à la suite de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir ça. Merci d'avoir répondu au sondage. Donc, je pense qu'on peut passer. Oui, c'est ça. Je vais donner la parole à Josh pour la première partie. Parfait. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Alors, ça, c'est moi, Joshua Frame. J'habite aux régions des Capitales-Nationales. J'ai commencé ma carrière à l'Agence des revenus du Canada en 2009. Et puis, alors, j'ai 16 ans dans le fonction publique. J'ai travaillé dans les postes de gestion depuis 2012 comme chef d'équipe, comme gestionnaire, et puis comme le chef pour l'équipe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux depuis 2010 à 2016. Et puis j'ai travaillé dans les régions. J'ai travaillé à Toronto pour 7 de mes 16 ans dans le gouvernement du Canada. Alors, j'ai beaucoup d'expérience régionaux et puis dans les fonctions nationaux. Et maintenant, notre équipe, comme le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, c'est une équipe nationale. Alors, on travaille de diverses villes. On a des personnes sur notre équipe qui travaillent de Calgary, qui travaillent de l'île du Prince-Édouard et beaucoup de places entre ces deux. Et vraiment, je pense que même dans les temps de restreints fiscaux, il y a beaucoup de façons de développer ton carrière et de décider les approches que tu vas prendre pour trouver un emploi, pour développer ton carrière dans le gouvernement du Canada. OK, le prochain diapo, s'il vous plaît.
Alors, on voulait parler un peu de l'environnement maintenant pour que ce soit réaliste comme vos attentes pour votre carrière. Ça a changé beaucoup en 2025. Mais quelles sont les priorités actuelles du gouvernement du Canada? Et quelles sont les places où on voit le recrutement et où on ne voit pas le recrutement? Par rapport à l'économie, une des priorités, c'est de faire croître l'emploi, le commerce et la productivité. Par rapport au logement, on veut construire plus de logements et les rendre abordables. Par rapport au climat, on a les priorités de réduire les émissions, investir dans les énergies propres. Par rapport à la sécurité, comme le gouvernement du Canada, on veut renforcer la défense, protéger les frontières, et on voit les dépenses pour les agences frontalières et puis les défenses nationales, ça augmente. Et par rapport à l'immigration, on veut gérer le nombre de travailleurs temporaires et d'étudiants au Canada. Alors, quelles sont les places où on voit le recrutement? Alors maintenant, pour le ministère de la Défense nationale, ils ont des processus de recrutement. Ils veulent recruter 3000 personnes d'ici mars 2026. On voit des recrutements pour l'Agence des services frontaliers du Canada, pour le logement, infrastructure et collectivité Canada. Vraiment, dans les fonctions de sauveté publique, et par rapport à la sécurité, il y a beaucoup de recrutement qui se passe. Au même temps, on a l'aperçu du budget qui avait réduire les dépenses globales, mais investir dans le logement, les énergies propres et les infrastructures. Et comme objectif d'économiser de l'argent, améliorer l'efficacité. On a le message du greffier qui fait preuve d'éthique, d'inclusion et d'adaptabilité et concentrer sur la simplification des processus et la collaboration. On a aussi le discours du trône qui a parlé de ces grands thèmes de logement, de sécurité, de partenariat avec les peuples autochtones et l'unité. Alors vraiment, c'est au gros image qu'est-ce que le gouvernement du Canada veut faire dans les années qui suivent. Et c'est important de savoir c'est quoi les priorités pour que vous pouvez voir où est-ce qu'on va voir le recrutement, où est-ce qu'on ne le voit pas dans les années précédentes. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, alors maintenant, on va parler un peu des groupes et niveau des postes. Et je vais passer à Véronique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Merci Josh, puis j'espère que vous allez bien m'entendre. J'avais des petits soucis de Wi-Fi, donc si c'est le cas, juste arrêter. Bonjour tout le monde, moi je suis à la fonction publique depuis 2022 à Développement économique Canada pour les régions du Québec, donc c'est l'agence de développement régional qui se trouve au Québec. Et je me suis jointe au gouvernement dans un programme coop au sein de ma maîtrise, puis ensuite j'ai été en bon français bridged in dans mon poste et depuis je suis restée. Je suis aussi coprésidente du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux de la Nouvelle-Écosse. Je suis dans une situation un peu différente, là, mais je suis à Halifax à temps plein pour l'instant. Donc, c'est grâce à ça que j'ai ce rôle-là. Donc, je m'implique auprès des jeunes fonctionnaires, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient dans le début de leur carrière, vraiment là, pour essayer qu'on puisse gagner de l'intelligence collective là, de tout le monde qui se joint au gouvernement. Puis, sur le côté, je suis une très grande fan de K-pop, mais ça, c'est juste pour votre connaissance personnelle. Donc, on va parler des différents groupes et des différents niveaux d'emploi. Premièrement, connaître son groupe professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs ressources en ligne, mais vraiment, on parle de son groupe, puis on parle aussi quand vous êtes en recherche d'emploi pour aller voir là, dans quel groupe est-ce que vous recherchez, puis aussi peut-être des groupes où vous pouvez vous déplacer, comme ça, il y a un éventail plus grand de choix pour vous. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je suis EC4 en ce moment, mais je pourrais regarder des postes qui sont des postes AS ou des postes PM. C'est vraiment là, dans les tâches qui sont effectuées, mais toutes ces informations se trouvent sur les liens là, dans les présentations PowerPoint.
Puis, l'astuce ici, là, regardez les titres et les salaires pour vous donner une idée s'il s'agit d'un poste d'entrée. C'est vraiment vous ne voulez pas rentrer plus bas que vos qualifications, mais vous ne voulez pas aussi vous mettre dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas capable de faire votre poste parce que c'est simplement des compétences que vous n'avez pas encore. Vous voulez vraiment être confortable quand vous entrez dans le gouvernement, puis après ça, vous donner le plus d'outils pour vous propulser. Donc, c'est vraiment l'astuce pour le voir. Travailleurs et employés du gouvernement, demandez à vos collègues, leur groupe professionnel dans un ministère, il va avoir une très grande variété de différents groupes. Donc, des fois, c'est de voir avec vos collègues, mais aussi peut-être que d'autres positions qui vous intéressent ou postes, dans le fond, qui vous intéressent. Puis, ça peut vous aider à vous préparer de savoir c'est quoi le groupe professionnel de ces postes-là. Puis, vous pouvez aussi faire appel au GC annuaire si vous voulez contacter des personnes qui travaillent dans des domaines qui vous intéressent. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Connaître son niveau maintenant. Donc, quand j'ai dit EC4 tout à l'heure, il y a le EC, puis ensuite, il y a le 4, par exemple, dans mon cas. Connaître son niveau, c'est tout aussi important. Comment vous pouvez voir si vous voulez appliquer à certains postes, quand vous allez voir les annonces d'emploi sur Emploi GC, par exemple, vous devez vérifier les qualifications essentielles. Si vous répondez aux qualifications essentielles du poste, ça signifie que le niveau peut vous convenir. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous pouvez appliquer. Il y a d'autres critères, par exemple la localisation du poste, mais quand même, ça veut dire que si vous rencontrez les critères, que ce soit un poste EC2, dans mon cas, ou un poste EC4, c'est vraiment ça qui compte et pas nécessairement le niveau. Encore une fois, le petit truc et astuce, demandez à vos collègues, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Puis, vous pouvez aussi le faire, vos recherches avec Emploi GC, voir un petit peu, vous avez tout l'outil sur la gauche, vous pouvez voir par ministère, vous pouvez voir par classification, vous pouvez voir par salaire, fait qu'il y a vraiment plusieurs façons d'aller voir c'est quoi les postes qui sont offerts un peu partout au gouvernement fédéral. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, mettons une question pour vous. Dites-nous si vous connaissez votre groupe. Connaissez-vous le groupe professionnel dans lequel vous souhaitez débuter votre carrière? Si oui, allez-y. Parfait. Et je pense que ces réponses, on peut pas partager parce qu'ils sont des réponses courtes. Je vois. OK, parfait. Alors, continuons à la prochaine diapo. Maintenant, on va parler des types d'emplois et des processus. Donc, type d'emploi, je vais faire de mon mieux pour expliquer tout ce processus-là. Mais dans le fond, on commence une personne qui n'a jamais travaillé au gouvernement ou des travailleurs du gouvernement externe. Fait que, par exemple, les étudiants, il y a les travailleurs à temps partiel, il y a les travailleurs occasionnels. On peut rentrer dans le gouvernement à l'aide ici d'un contrat déterminé, donc la date de fin, elle est déterminée, ou un contrat indéterminé. Indéterminé veut dire qu'il n'y a pas de date de fin, donc c'est comme équivalent à une permanence. C'est un peu ça la différence. Puis, ensuite, une fois qu'on est dans le gouvernement, là, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous, ce qu'on appelle à l'interne. Donc, si on regarde dans son ministère, on peut avoir des mutations, donc bouger d'une équipe à une autre. On peut avoir des promotions, donc monter de niveau. Puis on peut aussi avoir des mouvements qui sont temporaires. 4, je fais une affectation de EC5 pendant 4 mois. Et les intérimaires, c'est la même chose. Donc, ça, c'est dans son ministère. Puis ensuite, les opportunités dans un autre ministère, c'est la même chose pour des nouveaux emplois. On peut bouger de ministère un et l'autre, que ce soit une promotion, une mutation, mais on peut aussi aller en détachement. Puis un détachement, ça a une date de fin.
Donc, on se rattache quand même à notre poste normal dans notre ministère, mais on peut aller explorer ailleurs. Puis ensuite, quand vient la date de fin, ou bien on revient dans notre ministère, ou bien on décide d'expérimenter autre chose là, au sein de ce ministère-là. C'est ça un peu la différence entre les affectations versus les détachements. Si on peut aller à la prochaine diapo. Là, vous avez beaucoup de liens pour les travailleurs du gouvernement du Canada, pour devenir fonctionnaire, un peu ce qui explique qu'est-ce qu'on a là, les types d'emplois pour fonctionnaires. Là, je l'ai résumé en 35 secondes, c'est quand même assez, il y a beaucoup plus de détails que ça. Mais vraiment, moi, je vous dirais que ce que vous devez retenir, c'est que premièrement, il y a des postes déterminés, il y a des postes indéterminés, puis ensuite, une fois qu'on est au gouvernement, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est vraiment ça le point, c'est pas juste des promotions, c'est pas juste des mutations, ça peut être dans votre ministère, ça peut être ailleurs, ça peut être dans votre équipe, ça peut être dans d'autres équipes aussi. Puis le gouvernement fédéral, c'est 400 000 emplois environ. Il y en a des opportunités. Il y a beaucoup de choses différentes qui sont possibles. Donc, c'est juste de voir un peu ce qui vous intéresse puis dans quel poste vous seriez le mieux. Donc, on va aller à la prochaine diapo. On a une autre question ici. Donc, dites-nous, si vous avez un contrat étudiant, êtes-vous admissible à un poste intérimaire? Donc, c'est assez 50-50 pour les choix. Si vous avez un contrat étudiant, êtes-vous admissible à un poste intérimaire? Je ne sais pas si mes collègues aimeraient embarquer par rapport à ça. Moi, je vous dirais que dans le fond, un contrat, là, on arrive à la limite de ma connaissance RH, mais Josh, je te vois hocher de la tête. Je te renverrai la balle. Oui, alors vraiment, comme pour un contrat d'étudiant, les termes de ce contrat sont assez comme fixes. Alors, les postes intérimaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les employés qui sont sur les contrats à fixe terme ou les contrats indéterminés. C'est vraiment avec entre vous et votre gestionnaire de décider de vos tâches et tout cela. Mais vraiment, les postes intérimaires, c'est un type de contrat qui est complètement différent. Et si je peux ajouter peut-être à ça, dans le fond, quand vous êtes un contrat étudiant, c'est un peu ça votre poste. Vous êtes étudiant. En fait, il y a une échelle salariale qui est quand même là avec différents niveaux, tout ça. Mais c'est vraiment votre poste. Alors que quand vous êtes dans un contrat déterminé ou indéterminé, bien là, vous avez une classification, fait que le EC ou le AS ou le PM ou tous autres avec un niveau. C'est là que les intérimaires vont s'ajouter. Un peu de clarification à ce niveau-là. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, les processus de nomination au gouvernement. Donc, je vais commencer à gauche. Donc, les emplois annoncés qui sont visibles sur Emploi GC, qui est le site Internet du gouvernement, où les emplois sont affichés. Puis ensuite, il y a les emplois non annoncés. Donc, on parle ici le bouche à oreille, le réseautage qui est hyper important. Je sais que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux fait beaucoup de rencontres et de sessions d'information sur les réseautages, et c'est vrai, et ça fonctionne. Donc, si on se focus sur les emplois annoncés qui sont visibles sur le portail du gouvernement, il y a deux types. Donc, il y a les emplois ouverts à l'externe. Tout le monde peut y appliquer. Si vous êtes dans le gouvernement, vous pouvez y appliquer, mais si vous n'êtes pas encore dans le gouvernement, vous pouvez y appliquer aussi. Donc, vous voyez sur le site, il peut y avoir plein de sortes de postes. Ça peut être des infirmières, ça peut être des spécialistes en politique, ça peut être des spécialistes en recherche. Il y a vraiment de tout. Puis ensuite, les emplois ouverts à l'interne, c'est vraiment ouvert aux employés du gouvernement, donc aux fonctionnaires du gouvernement. Étant donné
vous voyez la petite étoile là, les étudiants sont considérés comme des employés externes au gouvernement et ne sont pas des fonctionnaires. Donc, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas accès à ces emplois-là là, qui sont ouverts à l'interne. Donc, dans ce cas-là, il y a deux processus, les processus annoncés externes et les processus annoncés internes. Par contre, malgré que vous ne voyez pas les emplois ouverts à l'interne, si vous êtes étudiant, dans certains cas, vous pouvez tout de même être admissible à certains postes. Par exemple, s'ils sont dans votre ministère, si c'est dépendamment des conversations que vous avez avec votre gestionnaire. Fait qu'encore important, si on parlait tout à l'heure de parler avec vos collègues, de vous informer auprès de votre ministère, c'est vraiment de là. Puis ça rejoint un petit peu la prochaine catégorie, qui est les emplois non annoncés, le bouche à oreille, le réseautage, tout ça. Il y a ce qu'on appelle un processus non annoncé à l'externe, donc l'intégration des étudiants, le bridging en anglais aussi qu'on entend souvent. Les fonctionnaires passent par un processus non annoncé interne aussi, qui est cet équivalent-là qui peut arriver. Donc, il y a vraiment tout, c'est très complexe, là, les processus de nomination, mais c'est toujours bon d'aller voir sur Emploi GC pour voir ce qui est affiché parce que ça, vous y avez accès, vous pouvez voir les qualifications, vous pouvez voir si vous correspondez à un certain type de poste. Mais c'est aussi bon de savoir que, dépendamment de votre situation, dépendamment de la situation de votre ministère aussi, il y a des façons puis de pouvoir vous intégrer là, en tant qu'étudiant au sein de la fonction publique et au sein de votre ministère. Prochaine diapo. Processus de nomination, on continue. Donc, encore une fois, les étudiants ne sont pas considérés comme des personnes appartenant à la fonction publique ou comme des fonctionnaires. Les étudiants sont vraiment une catégorie à part. Donc, on répète un peu ce qu'on a vu là-bas, mais c'est peut-être plus facile à voir que dans le graphique. Vraiment, les postes annoncés, c'est les postes qu'on retrouve sur Emploi GC. Il y en a à l'externe, c'est ouvert à tout le monde. Il y en a à l'interne, c'est ouvert que pour les fonctionnaires. Mais parfois, ça inclut certains étudiants, ça dépend au cas par cas. Puis ensuite, il y a les emplois qui ne sont pas affichés. Donc, ceux qui sont externes ou ceux qui sont internes, donc les personnes appartenant à la fonction publique. Dans l'âge d'or d'il y a 2, 3, 4 ans même, il y avait des pages Facebook où des posts étaient partagés, des occasions d'emploi dans les ministères. On en voit beaucoup moins ces temps-ci. C'était beaucoup du réseautage, du bouche à oreille. Il y avait aussi des emplois GC qui étaient annoncés, mais on voyait vraiment là, ces deux processus-là. Je dirais que maintenant, et emploi GC et les emplois non annoncés, il y en a beaucoup moins, mais quand même, il y en a tout de même. C'est pas tout qui est noir. À la prochaine diapo. Trouver un emploi selon le processus. Donc, justement, j'y venais, là, les processus de nomination annoncés à l'externe. Vous pouvez même aller ajouter, il y a une façon là, sur Emploi GC de vous envoyer des alertes. Donc, vous pouvez avoir des alertes pour les emplois qui sont affichés selon les critères que vous décidez. Puis, il y a les processus de nomination non annoncés externes. Donc, ça dit ici commencer à faire du réseautage dès maintenant, absolument, que ce soit dans les activités du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, nationale ou dans chaque région, il y a des chapitres régionaux du réseau des jeunes. Moi, par exemple, on est en Nouvelle-Écosse, on fait des activités, tout ça, pour vraiment donner une opportunité là, aux fonctionnaires en début de carrière de se faire un réseau puis d'apprendre à se connaître. Donc, hyper important le réseautage. Puis, il y a les groupes Facebook, comme je disais, il y a même certains groupes LinkedIn aussi, mais c'est vraiment une façon de voir, encore une fois, c'est quoi les différents postes qui se trouvent, comment est-ce que vous pourriez peut-être développer certaines compétences qui vous manquent ou vous réalisez que vous avez toutes les compétences nécessaires pour faire les postes là, qui vous intéressent. Puis ensuite, on va encadrer ici processus de nomination annoncé interne. Si vous êtes étudiant, parfois les étudiants sont admissibles, donc c'est important d'aller vérifier. Puis, encore une fois, le GC annuaire, ça revient au réseautage d'une autre façon, mais c'est vraiment le même principe. C'est la connexion avec les autres fonctionnaires, puis le fait d'aller parler, d'aller demander des questions, de vraiment grandir votre cercle. Puis, même chose pour le carrefour de carrière, le GC Connect, c'est vraiment par rapport aux compétences. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on retrouve au gouvernement? C'est quoi les compétences qui sont liées à tout ça?
Donc, prochaine diapo. Je repasse la parole à Josh, à toi. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Alors, je vais parler un peu de les bassins. En anglais, c'est les pools, OGC. Alors, c'est quoi de faire partie d'un bassin? Alors, c'est vraiment une personne a réussi à démontrer à toutes les étapes d'un processus de sélection qu'elle répondait à l'énonce de critères de mérite. Alors, tu as eu une évaluation, tu as passé toutes les étapes de l'évaluation, tu fais partie d'un bassin après que les ressources humaines ou les gestionnaires ont décidé que vous êtes une partie de ce bassin. Ils ont établi un bassin, il y a une date, il y a un processus, c'est tout clair. Et l'énoncé de critères de mérite, alors ça c'est un ensemble d'éléments, mais ça comprenant le niveau d'études, les expériences de travail, les compétences et le niveau d'aisance à travailler dans les langues officielles qui sont requis pour occuper un poste. Ça c'est quand tu vois une processus de sélection, tu veux lire l'énonce de critères de mérite pour voir si c'est peut-être quelque chose que tu peux qualifier pour. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les étapes pour qualifier dans un bassin, c'est vraiment commencer avec trouver un processus avec un bassin. Ça va peut-être être clair sur l'énonce et peut-être ce n'est pas clair. Alors, s'il y a un processus qui veut embaucher une seule personne, c'est possible qu'il établit un bassin, c'est possible qu'il ne établit pas un bassin, mais ils vont juste sélectionner le meilleur candidat pour cette position, et puis c'est tout. Mais beaucoup de fois, ce n'est pas le cas. Il ne doit pas embaucher une seule personne, il veut embaucher beaucoup de personnes et vraiment pour les processus qu'ils ont offerts au premier niveau de l'organisation pour les personnes qui rentrent dans l'organisation. Pour la plupart, c'est les processus qui veulent embaucher plusieurs personnes. Mais vous pouvez voir le rendez-vous sur Emploi GC, consulter les offres d'emploi, les processus de sélection. Durant un processus de sélection, alors on évalue si les candidats répondent à l'énonce de critères de mérite. Alors, c'est les éléments on a mentionnés auparavant. On veut évaluer si tu as les qualifications qu'on veut avoir pour cette position, si tu as répondu à tous les critères de mérite. Et à la fin du processus, 10 candidats peuvent être qualifiés s'ils répondent aux critères de l'énonce de mérite. On peut établir un bassin avec ces 10 personnes, mais un seul poste peut être disponible. Alors, comme j'ai mentionné, ce n'est pas une garantie que pour chaque processus de sélection, on va établir un bassin. Mais tu vas être notifié si c'est le cas. Alors, dans ce cas avec 10 candidats, mais un seul poste, alors ils recevront tous une communication les informant qu'ils font partie du bassin de candidats qualifiés et que le gestionnaire peut les contacter s'il souhaite leur offrir le poste. C'est un avantage pour un gestionnaire d'établir un bassin au lieu de dire on a sélectionné la seule personne qu'on veut pour cette position, parce que ça donne l'option au gestionnaire d'embauche d'utiliser cette bassin pour une future position. Peut-être c'est la même position ou c'est assez similaire qu'on peut utiliser le même bassin pour une position du futur, disons un AS2 ou un PM2, et puis pour sélectionner une nouvelle candidat sans recommencer le processus de sélection. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut se qualifier dans un bassin? Alors, être qualifié dans un bassin, c'est attrayant pour les gestionnaires, comme j'ai mentionné, puisque vous avez déjà prouvé que vous rencontriez l'énonce de critères de mérite. Alors, vous avez démontré à votre gestionnaire que vous êtes prêt pour une promotion. Faire du réseautage avec des gestionnaires pour trouver un emploi, c'est une des options. Vous avez l'option de juste attendre pour que le bassin
ça vous contacte, un gestionnaire vous contacte et dit, t'es parti de cette bassin, est-ce que vous voulez cette position? Mais tu peux aussi utiliser le fait que tu es dans un bassin pour une autre position, pour dire, OK, j'ai été qualifié dans un processus de PM2, et puis ça, c'est le numéro du processus. Des fois, les gestionnaires peuvent utiliser ce processus pour vous embaucher pour une différente position. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Et voici une répertoire pour les étudiants et les étudiants nouvellement diplômés et ont déjà travaillé au GC. Alors, ça, c'est pour vous aider à trouver un nouvel emploi au gouvernement du Canada. Vous pouvez utiliser le code QR, mais c'est de mettre en contact les gestionnaires d'embauche avec des étudiants et des diplômés ayant déjà travaillé au GC. Alors, cette occasion ne garantit en rien l'obtention de l'emploi, mais vous pouvez consulter la liste des répertoires disponibles. Et vraiment, comme on a mentionné, c'est plus simple de trouver un nouvel emploi quand tu es déjà un étudiant à cause de beaucoup de facteurs. Mais c'est vraiment attrayant pour les gestionnaires d'embauche. OK. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, alors on va parler maintenant de trouver un emploi avec Emploi GC et de manière informelle. Alors, c'est vraiment le formel de faire postuler pour une poste une sélection, processus de sélection et puis les occasions informelles utilisant les médias sociaux, tout cela. Alors, voici une liste de beaucoup de programmes de recrutement des étudiants. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est possible que vous aurez rentré au gouvernement du Canada avec le programme de PFETE, le programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Mais il y a beaucoup d'autres façons, les stages, les programmes d'enseignement coopératif, les programmes des adjoints de recherche, les programmes de recrutement spécialisés. Et puis, on a tous les liens dans le présentation. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, trouver un emploi sur Emploi GC. Alors, pour les processus de nomination annoncés externes et les processus annoncés internes, voici ce que vous devez faire pour postuler. Alors, rendez-vous sur Emploi GC. Sélectionnez le groupe et le niveau qui vous conviennent. Et puis, je dirais, ça dépend vraiment de où vous êtes dans ton carrière, dans vos études. Mais pour la plupart, ça ne vaut pas la peine de postuler pour un poste pour lequel vous n'êtes pas qualifié. Alors, si tu rentres au gouvernement du Canada comme une première poste à temps plein, ça ne vaut pas la peine d'essayer de devenir un sous-ministre. Peut-être prendre le temps de devenir un sous-ministre pour les prochaines 15 à 20 années et puis postuler à ce temps pour ce type de poste. Mais vraiment, sois réaliste dans les types de postes. Vous pouvez sélectionner le type d'emploi déterminé ou indéterminé. Vérifier les critères d'admissibilité, soit la zone de sélection. Alors, c'est vraiment où vous résidez. Est-ce que vous êtes comme Marie-Pierre à Montréal, comme moi à Ottawa ou région du Capitaine-National, comme Véronique à Halifax? C'est un des critères. Mais c'est aussi ça peut inclure aussi votre ministère ou agence de provenance, les membres des critères en matière d'emploi. Alors vraiment, il y a beaucoup de facteurs possibles pour le zone de sélection. Vérifiez que vous répondez aux questions essentielles du poste. Alors, ça pourrait être par rapport à votre éducation, à votre langue seconde, votre expérience. Mais si vous ne répondez pas aux questions, vous n'aurez pas l'opportunité de passer à la prochaine partie du processus de sélection. Et puis, on parle un peu d'utiliser la méthode STAR. On a beaucoup de ressources par rapport à la méthode STAR pour un processus de sélection. OK. Et prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, trouver un processus avec bassin. Alors, dans les annonces d'emploi sur Emploi GC, consultez la section d'intention du processus pour valider si un bassin sera créé. Avec celui-ci, ça dit l'intention du processus. L'intention est de doter un poste pour une période indéterminée. Un bassin de candidats qualifiés sera établi et pourra être utilisé pour doter ces postes similaires dans ce groupe et ce niveau. Ce processus peut être utilisé pour divers postes et mandats. Alors, vraiment, ça vous dit, ils vont établir un bassin après qu'ils ont complété ce processus. Et puis, c'est assez clair pour ce processus de sélection. Et ça devrait être clair pour chaque processus de sélection. Dans ce cas, ça dit sera établi, mais c'est entièrement possible que ça va dire pourra être établi. C'est une option pour les gestionnaires d'embauche. Ce n'est pas requis que chaque processus de sélection établit un bassin. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on va parler un peu de l'image de marque, pourquoi est-elle importante, et puis on a beaucoup de ressources par rapport à cela. Mais votre marque personnelle, ça raconte une histoire. Quand tu cherches un emploi, c'est vraiment important de avoir une idée de votre image de marque. Alors, c'est qui vous êtes, c'est votre parcours, vos buts. Et pourquoi les gens auraient un intérêt à vous contacter ou à vous embaucher. Et c'est important de commencer à comme former vos pensées par rapport à votre image de marque, parce que c'est ça que tu veux utiliser les médias sociaux pour discuter, pour gérer votre image de marque sur LinkedIn, sur les médias sociaux, quand tu recherches une nouvelle poste. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, votre marque sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Alors, ça raconte une histoire, comme j'ai mentionné. Mais pensez-vous, comme utilisez-vous activement les médias sociaux? Est-ce que tu as un profil sur LinkedIn? Sinon, pourquoi pas? Parce que je pense que LinkedIn et les médias sociaux, ça vous aide à trouver des opportunités. Ça peut vous aider à trouver votre prochain emploi, mais c'est entièrement possible que c'est juste pour élargir votre réseau, élargir les possibilités des gestionnaires d'embauche, des personnes qui font un travail qui vous intéresse. Pensez un peu de quelle plateforme est-ce que vous utilisez maintenant et puis est-ce que ça convient à le réseautage professionnel? Je dirais comme utiliser Instagram, ce n'est probablement pas utile pour créer votre réseau professionnel, mais peut-être si tu n'utilises pas LinkedIn, pensez de l'utiliser quand tu cherches un emploi. Et vraiment, toutes les plateformes ne sont pas adaptées au milieu professionnel, mais vraiment, c'est LinkedIn, les outils GC et des fois les groupes de Facebook pour trouver des emplois. Ça peut convenir. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Et les processus informels d'embauche. Alors, on va parler un peu de les groupes Facebook qui sont non officiels. Alors, ce n'est pas géré par la Commission de la fonction publique, ce n'est pas géré par un ministère ou un autre. Mais ce sont des groupes que les personnes ont formés parce qu'il y avait une utilité de les former. Il y avait les gestionnaires d'embauche d'un côté et les candidats et on voulait trouver des solutions pour les mettre en contact. Alors, il y a plus de 35 groupes visant à mettre en contact les personnes à la recherche d'emploi et les gestionnaires d'embauche. Alors, on va partager le liste de ces groupes. On essaie à chaque 3 ou 6 mois de faire des recherches sur ces groupes parce qu'il y a des nouveaux groupes qui se forment, il y a beaucoup de changements. Aussi sur Facebook, je dirais, je suis une gestionnaire d'embauche. J'ai embauché, je pense, 4 personnes en utilisant les groupes Facebook. Gabriel, qui est ici du côté de production, il a eu son emploi à temps partiel comme un étudiant.
par rapport ou à cause du groupe Facebook. Il a fait une post, il a dit, voici mon expérience, voici qu'est-ce que je cherche. Et puis, je l'ai contacté sur Facebook. J'ai dit, je pense que vous serez une bonne personne pour notre équipe. Et voici l'opportunité. Est-ce qu'on peut en discuter? On a eu une discussion et il a joint à notre équipe. Alors, c'est vraiment un peu plus vite pour trouver des emplois, mais ça dépend du contexte, s'il y a des gestionnaires d'embauche qui sélectionnent une personne sur ces groupes ou non. Et puis, on a aussi le groupe LinkedIn non officiel qui est en anglais le Government of Canada Job Opportunities. Alors, ça affiche les offres d'emploi actuelles et meilleures relations des personnes à la recherche d'un emploi et les gestionnaires d'embauche. Alors, ça peut être pour un processus de sélection, pour juste notifier tous les membres, voici le ministère de Défense nationale recherche des personnes et voici le processus de sélection. Ça peut être une gestionnaire d'embauche qui va à les candidats et dit je cherche une personne pour une mutation de 12 mois et voici l'opportunité. Contactez-moi si tu es intéressé. Alors, ça dépend vraiment pour chaque poste de c'est quoi l'opportunité qui est affichée. OK. Et maintenant, je vais passer à Véronique pour le prochaine partie. Merci, j'ai cherché ma souris, désolée. Donc, les ressources supplémentaires, la première, que se passe-t-il si mon contrat n'est pas renouvelé? Donc, mesure à prendre, premièrement, mettre à jour votre CV. Donc, vraiment le mettre en valeur, votre expérience au sein du gouvernement. Non seulement votre poste, votre ministère, mais aussi vraiment ce que vous faisiez. Là, habituellement, on demande 3 puces peut-être par poste, donc vraiment mettre en valeur les compétences que vous avez démontrées. Postuler à des emplois, donc utiliser GC Jobs, utiliser les offres d'emploi internes qui précisent les étudiants qu'on a vu plus tard. Réseauter, comme on vient de dire ici, c'est la force du réseautage en personne, mais aussi virtuel. LinkedIn, les courriels, honnêtement, à mon sens, vous n'avez rien à perdre. Fait que c'est vraiment le outreach le plus possible. Explorer les possibilités de transition. Donc, vous avez là, des professionnels des ressources humaines dans vos ministères ou même peut-être votre gestionnaire directement. Et renseignez-vous s'il y a des postes occasionnels ou à durée déterminée, que ce soit au sein de votre ministère ou peut-être dans d'autres ministères là, qui sont au courant, qui peuvent vous référer. Vraiment, moi, ce que je dis, c'est d'être vocal. Donc, même si votre contrat n'est pas renouvelé, de le mentionner que vous souhaitez rester dans la fonction publique du gouvernement, puis de demander à vos collègues et gestionnaires de vous appuyer là-dedans. Ça peut faire la différence quand même. Puis, du côté droit, on a des ressources. Donc, l'emploi GC, GC Jobs, le premier. Donc, c'est le site principal, comme on dit, pour les offres d'emploi fédérales. Ensuite, les possibilités de transition pour les étudiants. Si vous êtes diplômé, consultez le réseau pour trouver des possibilités de transition dans les ministères qui recrutent. Puis, il y a aussi des programmes de mentorat. Donc, il y a des mentors, là, un peu dans plusieurs ministères, je vais dire tous, mais on va dire la majorité des ministères. Puis, il y a des réseaux de mentorat officiels, des programmes de mentorat officiels qui vous sont disponibles pour vous appuyer dans cette recherche-là. Puis ça, c'est que votre contrat soit renouvelé ou pas. Là. Il y a des programmes de mentorat qui sont disponibles pour vous au gouvernement. Il y a des communautés aussi. Donc, c'est vraiment un peu ça. Puis je vous dirais que même si vous n'êtes pas en situation où votre contrat n'est pas renouvelé, c'est toujours bon de garder un œil sur ce qui se passe ailleurs, sur les offres qui se trouvent, pour après ça, juste pouvoir ou bien vous réaligner, ou bien juste garder un œil ouvert tout simplement, puis voir si un jour vous voulez changer ou vous voulez progresser dans votre carrière, qu'est-ce qui est disponible, puis qu'est-ce qui vous intéresse. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, ensuite, il y a, puis on va avoir deux, je ne me trompe pas, là, deux différentes, mais il y a des occasions d'emploi. On a parlé des groupes en matière d'équité au gouvernement, plutôt quand on applique pour des postes là, sur GC Jobs ou emploi GC. Vous allez voir là, habituellement les critères en matière d'équité.
Là, on va parler de 2 cas spécifiques. Donc, il y a des occasions d'emploi pour les étudiants en situation de handicap. Le OISH, c'est pas le meilleur nom de programme, mais peu importe. Ça s'adresse aux étudiants qui s'auto-identifient comme des personnes en situation de handicap. J'ajoute que ce soit un handicap visible ou invisible, que ce soit un handicap physique ou mental, vous êtes la personne qui s'auto-déclare. Donc, ça revient à votre jugement et votre perception et pas à personne de le faire pour vous ou de le juger pour vous. Donc, il y a, comme on a dit plus tôt, plusieurs programmes pour les étudiants, des programmes d'entrée au gouvernement. Josh en a parlé, là, on les retrouve là, les 3 principaux. À travers ça, le programme d'occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap, ça vise à favoriser l'entrée de ces étudiants-là dans le gouvernement, favoriser l'inclusion en offrant des activités qui sont conçues pour favoriser la création de liens, d'apprentissage, de développement. Je vais rajouter que dans le gouvernement du Canada, les fonctionnaires en situation de handicap sont nettement sous-représentés. Donc, il y a vraiment des efforts qui se sont faits par rapport à ça. Puis, on dit ici que le programme comprend également un volet de mentorat. Encore une fois, le réseautage, mais peut-être dans ce cas-ci spécifiquement, de voir un peu pour d'autres fonctionnaires comment c'est quoi les difficultés, c'est quoi les bons points, c'est quoi qui peut être transféré d'un ministère à un autre peut-être ou d'une équipe à un autre tout simplement. Donc, c'est vraiment un programme là, qui est fait pour vous appuyer dans votre développement professionnel de carrière. Puis, il y a une adresse courriel là. Je sais qu'il y a les informations aussi sur le wiki. Là, il y a une page notamment. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à la consulter. Ensuite, on a la même chose pour les étudiants autochtones. Donc, encore une fois, ça s'adresse aux étudiants qui s'auto-identifient comme personnes autochtones. Encore une fois, c'est une auto-identification, donc c'est à vous de juger si vous êtes en situation ou pas. C'est la même chose, c'est à travers les 3 programmes, je vais dire, de recrutement majeur. Le PFETE, en anglais, c'est FSWEP, on l'entend souvent comme ça aussi, coop, puis le programme des adjoints de recherche. Puis, c'est le même but, mais vraiment pour les étudiants autochtones, donc créer des liens, voir qu'est-ce qui fonctionne ailleurs, qu'est-ce qui peut être adapté, créer un réseau, créer un espace sécuritaire, dans le fond, pour ces étudiants autochtones-là, pour qu'ils se trouvent bien au gouvernement fédéral. Puis, encore une fois, il y a aussi une page qui est une page différente là, sur le wiki pour les occasions d'emploi pour les étudiants autochtones. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à la visiter. Prochaine diapo. Donc, comment s'inscrire à ces 2 programmes-là? Il y a un formulaire d'inscription, puis que ce soit vous qui le remplissez ou sinon votre gestionnaire d'embauche, qui est souvent votre gestionnaire tout court, ou votre spécialiste en ressources humaines au sein de votre gouvernement, votre ministère, pardon, dépendamment de comment ça fonctionne dans votre ministère, là, peuvent remplir ce formulaire d'inscription-là aussi à votre nom. Donc, c'est vraiment là à travers ce formulaire-là que tout commence. Prochaine diapo. Navigation dans les transitions de carrière. Pourquoi maintenant? Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment? Comme je le disais plus tôt, il y a eu une espèce d'âge d'or et ensuite on est arrivé dans l'âge moins d'or, qui est maintenant. Il y a eu une réduction de la dotation ministérielle. Donc, vraiment, on le voit, moi je le vois personnellement dans les dernières années / mois, il y a une réduction de nombre de postes tout court qui sont affichés. Si vous suivez un petit peu la politique, ça a été une annonce du gouvernement de Mark Carney aussi de réduire la taille de l'État, notamment par l'attrition et tout ça, puis par bien sûr, ça vient avec une réduction de postes ouverts. Donc ça a un effet direct sur les contrats occasionnels et les contrats d'étudiants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je le répète, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Puis ça veut dire que ça prend peut-être un peu plus d'efforts quand même pour réseauter, pour mettre votre CV à jour, pour vraiment voir où les opportunités se trouvent. Puis là, on pose des questions. Je pense qu'on pourrait revenir à la section questions-réponses plus tard par rapport à ça. Donc, prochaine diapo. Langue seconde maintenant. Donc, on fait la séance en français. Vous allez voir, c'est pas partout qu'on retrouve des séances en français. C'est pas partout qu'on retrouve des séances en anglais non plus. Mais le but fondamental du gouvernement, dans la mesure
en tout cas, pas tous les postes, mais dans la majorité, c'est quand même d'avoir là, un accès à des services bilingues et aussi à une fonction publique bilingue. Donc, à noter là, que chaque poste se voit attribuer un gradient, je vais l'appeler comme ça, un gradient de langue. Donc, il y a des postes qui sont unilingues francophones, il y a des postes qui sont unilingues anglophones, ou en anglais, on dit essential francophone, essential anglophone. Puis ensuite, il y a les postes qui sont bilingues, mais à différents niveaux. Donc, ici, là, on voit les différents niveaux. Puis ça, c'est aussi votre niveau de langue seconde personnelle. Donc, X, donc performance qui ne satisfait pas aux exigences minimales du niveau A. A, c'est le niveau débutant. B, c'est le niveau intermédiaire. C, c'est le niveau avancé. Et E, c'est exemption. Exemption veut dire que vous n'avez plus jamais besoin de tester ce niveau-là, étant donné que vous êtes considéré comme absolument bilingue. C'est un peu le contrat de ce qu'on retrouve à l'école, fait que ça peut être mélangeant, mais c'est ça partout. Et l'ordre aussi est important. Donc, on parle de lecture, écrit, oral. Vous allez voir du BBC, du CBC, du BBB, du EEE. C'est vraiment tout le temps ce même angle-là. Donc, on voit ici le CBC, lecture avancée parce que c'est niveau C, écrit intermédiaire parce que c'est niveau B, puis oral avancé parce que c'est niveau C. Puis les tests, que ce soit les tests d'auto-évaluation ici ou les tests officiels, on évalue ces compétences-là de façon individuelle. Donc, il y a un test pour la lecture, il y a un test pour l'écrit, puis il y a un test pour l'oral. Puis ensuite, ça fait votre cote de langue seconde qui vous permet d'appliquer pour des postes, qui vous permet aussi d'être considéré là, pour d'autres postes du gouvernement. Puis, en ligne, avec le lien qu'il y a ici, il y a les tests d'auto-évaluation. Donc, que vous souhaitez juste vous tester, que vous souhaitez vous préparer avant l'examen aussi, il y a des ressources qui se trouvent en ligne. Puis, vous pouvez là, les faire avant de passer votre examen, par exemple, pour vous pratiquer ou juste pour avoir une idée de où vous vous situez là, par rapport à ce classement-là. À la prochaine diapo. Donc, développer votre langue seconde, comprendre l'importance des langues officielles dans la fonction publique fédérale. Si vous n'en avez pas entendu parler encore, ça s'en vient et ça va être pour le reste de votre carrière. Le bilinguisme, c'est un des piliers fondamentaux du Canada, mais surtout de la fonction publique fédérale. Je ne vais pas mâcher mes mots, il faut être bilingue pour vraiment pouvoir monter dans la fonction publique. C'est vraiment c'est très clair si vous voyez les postes qui vous intéressent, qui sont d'un niveau plus élevé, que ce soit des postes de gestionnaire, tout ça. Il y a vraiment une nécessité d'être bilingue. Ça ne veut pas être parfaitement bilingue. Il y a quand même différentes classifications, comme on vient de voir, mais ça veut dire quand même avoir une certaine maîtrise de votre langue seconde. Ici, par exemple, qui serait l'anglais. Donc, il y a des cours, il y a des ressources sur le GC Campus. Donc, par exemple, le cours Respecter les langues officielles dans la fonction publique. Il y a des préparations à l'évaluation de langues officielles. Il y a des outils et ressources du commissaire aux langues officielles. Il y a l'application Moril, qui est l'application de Radio-Canada/CBC. Puis, je vous dirais aussi que dans les ministères, par exemple, je vais dire dans le mien, il y a des cercles de discussion. Ça se fait beaucoup puisque c'est informel. Ça brise un peu la gêne de parler dans sa langue seconde. Donc, il y a vraiment quand même plusieurs opportunités pour pratiquer sa langue seconde. Prochaine diapo. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux est votre incontournable en matière d'apprentissage. Donc, ça, c'est un fait. Il y a des pages ici, mais que ce soit des ressources de carrière, que ce soit des séries d'apprentissage virtuels comme ici, le camp de carrière qui va débuter en janvier prochain sur plusieurs jours. Les séances sont enregistrées. J'ajouterai à ça aussi, il y a tout plein d'événements. Il y a les événements d'apprentissage en personne à travers les régions. Vous pouvez aussi, s'il y a aussi des forums là, de futurs leaders dans vos régions aussi. En plus, il y a les réseaux que je vais appeler les chapitres provinciaux, par exemple, moi en Nouvelle-Écosse, mais il y en a dans chacune des provinces. Donc, il y a vraiment des ressources pour vous appuyer si vous êtes en début de carrière, que vous soyez étudiant ou que vous soyez juste au début de votre carrière, tout simplement. Puis ensuite de ça, il y a aussi, puis on n'en a pas parlé là, mais il y a l'École de la fonction publique qui offre une
panoplie de cours. Ils sont tous gratuits, ils sont tous accessibles en ligne. Des fois, c'est des cours que vous pouvez faire à votre rythme. D'autres fois, c'est des cours en classe virtuelle. Puis là, on en a un justement, les fondements de la dotation dans la fonction publique. Donc, si vous voulez vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne du côté là, des RH, c'est le cours à aller voir pour vous. Mais il y en a plein d'autres sur tout sujet là, qui vous intéresse. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir les codes de la fonction publique. Prochaine diapo. Donc, en résumé, vous cherchez un emploi, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, il n'y a pas seulement un ministère au gouvernement, il n'y a pas seulement votre équipe au gouvernement. Comme j'ai dit, on est 400 000 fonctionnaires, plus ou moins. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de gens qui font différentes choses. Si vous faites des activités du réseau des jeunes ou juste un peu de réseautage, vous allez voir que sur 10 personnes font des tâches différentes dans des ministères différents. Donc, il y a vraiment un éventail d'opportunités. Puis, c'est un peu à vous de vous retrouver là-dedans, mais il y a des ressources pour vous aider à le faire. Puis on les voit ici. Donc, il y a l'emploi GC, les bassins, les répertoires, LinkedIn, les groupes Facebook, le GC annuaire, le réseautage et les étudiants, le GC. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui peut fonctionner le meilleur pour vous, puis surtout de vous informer sur les ressources qui sont disponibles pour vous. Comme vous devez prendre un peu votre carrière entre vos mains, je vous dirais, mais il y a quand même des ressources disponibles pour vous faciliter la tâche, ne serait-ce que pour trouver l'information puis pour vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc, prochaine diapo. On va avoir un autre petit test. Donc, il va avoir l'écran sur une échelle de 1 à 5. Quel est votre niveau de connaissance au sujet de la planification de carrière au sein du gouvernement du Canada? 5 étant le plus haut niveau de connaissance. Et Véronique, je pense que ça a amélioré un peu comparé à le début du séance. Alors, on voit quelques personnes qui disent 2, 3, 4. Alors, ça a amélioré depuis le début. Ah, mais c'est bien parce que moi, je vois pas les résultats. Je me disais, personne répond, mais c'est bon. C'est que juste, c'est pour moi que ça l'affichait pas. C'est parfait. Au moins, parfait. On peut avoir aidé. Marc-Pierre, je te laisse continuer avec les annonces. OK, oui. Oui, c'est ça, c'est intéressant. On voyait au début, quand on a posé la même question, il y avait pas mal plus de. Il y avait des 1, il y avait des 2. Là, on voit qu'il y a eu une amélioration. Donc, c'est ça. Merci, Josh et Véronique. C'était vraiment intéressant. C'était des conseils très pratiques là, pour les étudiants qui sont dans la fonction publique en ce moment. Donc, c'est ça. Juste avant de passer à la période de questions, on aurait quelques petites annonces pour vous. Donc, on vous encourage à vous joindre à notre groupe Facebook, le groupe Facebook d'étudiants GC. Donc, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou nous rechercher sur Facebook. C'est un groupe Facebook qui peut être une bonne place pour vous de parler avec d'autres étudiants et aussi voir s'il y a des offres d'emploi étudiantes ou trouver d'autres types d'emplois pour après vos études. Donc, on vous invite à vous joindre à ça. Ouais. Prochaine diapo. Oui, c'est ça, OK. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est actif sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Donc, vous pouvez scanner le code QR à l'écran pour voir nos comptes et voir toutes nos annonces là-dessus. Prochaine diapo. Et aussi, on a notre bulletin mensuel. Donc, encore une fois, il y a le code QR à l'écran, mais on vous encourage à vous inscrire à notre bulletin qui est publié mensuellement. Comme ça, vous ne manquerez pas les événements d'étudiants GC ou toute autre ressource qu'on pourrait vous partager qui pourrait être vraiment utile pour vous en tant qu'étudiant. Prochaine diapo. Et on aimerait avoir vos commentaires sur cette séance. Donc, si vous voulez, on aimerait vraiment ça que vous scanniez le code QR pour remplir notre formulaire de rétroaction. Ça serait vraiment apprécié parce que vos commentaires nous aident vraiment à améliorer nos événements à l'avenir. Donc, ouais, c'est ça, ça serait très apprécié.
Prochaine diapo. Et on peut passer à la période de questions. Donc, je vais aller voir les questions. Donc, première question. J'ai été embauchée après mon contrat étudiant comme CR4 pour un contrat de 90 jours ouvrables. Mais j'ai gradué en sciences politiques et maintenant, il me semble difficile de trouver un poste EC quand je pars de CR. Cependant, j'ai entendu que le student bridging peut fonctionner 16 mois après la graduation. Pour moi, ça fait 12 mois et donc je ne sais pas quoi faire. Donc, ce serait juste la question, je pense, ce serait comment cette personne pourrait faire pour essayer peut-être de passer à un poste EC quand que la personne est CR. Je peux peut-être commencer premièrement pour dire que techniquement, il n'y a pas de limite de temps pour le bridging. Donc, ça dépend vraiment par ministère. Je pense que c'est un petit peu plus des pratiques internes, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de directive par rapport au nombre de temps qui a passé pour le bridging. Donc, ça, c'est un. Après ça, pour passer de CR à EC, je vais dire, on mentionne les études en sciences politiques, donc oui, ça peut être lié à EC. Ça pourrait être aussi lié à PM ou AS. Fait que je dirais, de ne pas se restreindre à EC. Mais si c'est le genre d'emploi que vous voulez faire, deux choses. Premièrement, c'est plus facile de bouger dans le gouvernement quand on est au gouvernement. Fait que moi, je ne refuserais aucune offre. Et ce que je ferais, c'est peut-être essayer d'avoir des postes intérimaires ou des mutations ou même désolé l'expression, mais des shadowing avec des collègues EC pour, pour pouvoir voir ce qu'il y a là-bas. Puis j'ajouterais aussi que parfois, un EC, moi, dans mon équipe, là, il y a des EC puis il y a des AS. Les tâches sont très, très similaires. Donc, le EC n'est pas nécessairement garant, c'est vraiment plus le type de poste. Puis je dis ça parce que je pense que ces temps-ci, honnêtement, il faut le plus de portes ouvertes. Donc, pas se restreindre à EC, surtout si on part d'un CR, donc qui n'est pas un EC, ça peut être difficile là, de changer de catégorie. Mais Josh, je ne sais pas si tu voulais embarquer après moi. Oui, juste pour ajouter quelques mots, mais oui, je pense que ça, aucune, ça ne fait aucune différence de quelle classification tu es maintenant à les positions que tu postules pour. Alors, pendant mon carrière, j'ai changé quand j'étais à l'ALC, j'étais un SP, j'étais un MG, SPS, ça c'est juste pour l'Agence des revenus. J'étais un PM, j'étais un EC, j'étais un AS, l'équivalent, un PE. Alors, ça va varier pendant ton carrière. Et vraiment, je pense que qu'est-ce que Véronique a dit, c'est entièrement correct. Que il y a beaucoup de positions qui travaillent avec les politiques qui ne sont pas les EC. Et vraiment, c'est dans cet environnement, c'est de trouver un emploi. N'importe quoi que ce soit, c'est de trouver un emploi et de rester au gouvernement du Canada parce qu'on est dans une période de restreintes fiscaux. On est dans une période où on a beaucoup de ministères qui ont des réaménagements des effectifs et ça va affecter la qualité des postes et le numéro de postes qui sont affichés et le numéro de processus de sélection. Alors vraiment, c'est de trouver un emploi et puis de travailler à développer ton carrière là-dedans, mais n'importe quelle classification, c'est bon maintenant. Puis j'ajouterais peut-être juste, quand on applique sur des postes, il y a des questions de présélection. Il faut dire oui à toutes ces questions. Si vous dites non à une question, là, vous allez être automatiquement, refusé. Puis la méthode STAR, c'est la façon dont il faut appliquer. Donc, STAR en français, en anglais, c'est la même affaire, là, mais en telle année, même des fois, ça demande le mois. Fait que de tel mois à tel mois sur telle année, j'étais à tel poste et j'ai fait telle tâche. Telle tâche m'a permis de réaliser ça. Ça m'a permis de faire ce résultat-là. Il faut vraiment, puis on parle de moi. On parle pas de l'équipe nécessairement, on parle pas du nous, on parle au je.
Puis ça, c'est pas juste pour les EC, c'est pour vraiment tous les postes, mais c'est une technique à raffiner, la technique STAR pour appliquer sur des postes. Puis en même temps, j'ajouterais, on a parlé de langue seconde, que ce soit EC ou autre, mais de voir un peu dans les postes qui vous intéressent, c'est quoi les demandes de langue, de compétences, les questions de présélection, tout ça. Ça va vous aider, je pense, en tout cas, j'espère, à appliquer pour des postes qu'il faut. Mais je suis d'accord avec Josh, l'important, c'est d'avoir un emploi. Puis en ce moment, avoir un emploi, c'est mieux que pas en avoir. Donc, malheureusement, on est un peu pris à prendre ce qu'il y a d'affiché. Et ça ne sera pas toujours comme ça. Fait que c'est bien de se préparer là, pour la suite aussi. Non, c'est ça. Puis c'est pas parce que tu trouves un c'est pas parce que tu n'as pas un emploi EEC en ce moment que tu ne vas pas pouvoir y accéder plus tard. Donc, c'est ça, comme vous dites, là, ça serait juste d'essayer de trouver un emploi comptable entre-temps. Donc, merci. On va passer à la prochaine question. Donc, quelle est la meilleure façon de réseauter avec des personnes extérieures à mon ministère? LinkedIn. Alors, très simple. Je pense que c'est le plus simple façon de trouver les personnes hors de votre ministère. Je ne suis pas comme supporté par LinkedIn du façon des finances, mais au Canada, on a 40 millions de personnes, 41 millions de personnes, quelque chose comme ça. On a 29 millions de comptes de LinkedIn. Vous pouvez trouver tous les personnes, probablement pas tous les personnes qui travaillent pour le gouvernement du Canada, mais la plupart des personnes qui travaillent pour le gouvernement du Canada sont sur LinkedIn. Vous pouvez faire les recherches par rapport au nom du ministère, par rapport à un type de travail ou quoi que ce soit. Vraiment, je dirais LinkedIn, mais aussi le GC annuaire. Si tu veux trouver quelque chose comme spécifique, je veux quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intelligence artificielle. Et puis, c'est peut-être pas sur LinkedIn que tu vas trouver le meilleure information par rapport à cela. Le GCNUR, c'est une bonne façon de trouver les individus, mais tu peux aller à LinkedIn pour vérifier cette information et voir ses connexions. Mais je pense comme utiliser les outils qu'on a maintenant en 2025. J'ajouterais aussi, on a parlé des mentorats, là. Donc, si vous avez quelqu'un qui est affilié à vous, vous n'avez pas le choix de parler, vous n'avez pas le choix d'être mentoré. Tu sais, ça vient en un donnant-donnant. Donc, ça, c'est peut-être plus de façon individuelle. Puis, les réseaux des jeunes fonctionnaires dans vos régions, il y a plein d'activités, il y a plein de gens comme moi qui sont des coprésidents, coprésidentes de réseaux qui veulent voir des fonctionnaires de différents ministères à leurs événements. Donc, c'est vraiment le but. Le but de ces réseaux-là, c'est d'être interministériel. Donc, je vous suggère de vous informer dans votre province où se situe majoritairement ce réseau-là. Super, merci. Prochaine question. La question est en anglais, mais je vais juste la poser quand même. How do you determine which classification you are as a student when applying for a job? Donc, comment déterminer quelle classification on a quand on est étudiant et qu'on applique pour un emploi? Donc, on en a un peu parlé, je pense, là, mais peut-être juste une clarification pour la personne qui pose la question. Oui, alors je peux commencer et Véronique, tu peux ajouter, mais je pense que pour la plupart, pour les étudiants, vous êtes comme un SU quelque chose, un SU1, un SU2 ou 3. Mais je pense que c'est bon de vérifier sur ton équipe. Est-ce que pour la plupart, ils sont les EC, les PM? C'est quoi le type de travail qu'ils font? Et si tu rentres dans une position du début à temps plein, ça serait quel niveau? Est-ce que ça serait comme un PM2, un EC2, EC3, un AS1, quoi que ce soit, un CR4? C'est utile pour comme voir c'est quoi le type de travail qui est fait sur ton équipe. Mais vraiment, tu peux postuler pour n'importe quelle position pour laquelle vous êtes qualifié. J'ai dit, ne postule pas pour un poste de sous-ministre.
Ce n'est pas un poste qui a un processus de sélection, vous êtes sélectionné du premier ministre, mais n'essayez pas d'avoir une poste qui est comme hors de votre niveau d'expérience et d'éducation. Mais les postes qui sont à l'entrée de votre carrière, c'est les CR 4 ou 5, les AS 1 ou 2, les PM 1 ou 2, les EC 2 ou 3, les IS2, les IS3. Alors, ça, c'est comme les positions de début de carrière. Mais vérifier sur ton équipe, ils sont quoi? Les agents de programme. Ils sont les PM, ils sont les EC, quoi que ce soit. Demandez-les à les personnes et demandez à votre gestionnaire. Je vais ajouter, je parlais de mon expérience personnelle, mais moi, quand je suis arrivée dans mon ministère, j'avais pas de classification. Comme Josh a dit, j'étais juste une étudiante, mais je remplissais une case. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai eu ma classification quand j'ai été bridged in. Ben, je suis rentrée dans la case que je remplaçais, puis c'était une case de C3. Donc, c'est déjà déterminé à l'avance dans le plan des ressources humaines de votre ministère, mais c'est pas nécessairement associé à votre poste en tant qu'étudiant, comme Josh l'a mentionné. OK, merci. Donc, prochaine question. En tant qu'étudiant, quelle est la meilleure façon de demander une augmentation? Donc, je pense qu'on pourrait poser la question aussi en tant qu'étudiant, mais aussi peut-être en tant que quand tu commences là, dans la fonction publique, comment ça marche là, les augmentations salariales? Je peux commencer. Il y a deux choses. Fait que dans le fond, en tant qu'étudiant, il y a différents niveaux ou différents échelons. Puis c'est avant d'entrer dans le gouvernement qu'il faut faire un petit peu cette négociation-là. Fait que si, par exemple, moi, c'est un stage coop, là. Fait que j'ai eu mon poste d'étudiant, puis j'avais mon échelon lié à ça. Si c'était échelon 1, puis moi, je considère que j'ai une expérience de travail qui est plus haute que cet échelon-là, c'est là que je peux engager la conversation. Je vois qu'on a eu l'échelon 1. Comme vous avez pu voir, j'ai telle expérience. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir cet échelon 3, tout ça? Donc ça, c'est un. Puis ça s'ajoute aussi si vous rentrez dans un poste qui est, moi, je vais parler pour moi, le EC3, EC4, EC5, en tout cas dans les EC, puis vous commencez à l'échelon 1, puis vous pensez que vous devriez commencer un échelon plus haut, pouvez avoir cette discussion-là avec votre gestionnaire. Ça ne veut pas dire que ça va passer, mais quand même, vous pouvez avoir une discussion. Par contre, les échelons montent de façon automatique à chaque année. Donc, à chaque année, vous montez pas de poste, mais d'échelon dans le poste. Puis ensuite, si vous êtes aux plus hauts échelons, ben là, on a des conventions collectives qui sont renégociées, puis le salaire augmente d'année en année. Mais il y a comme un certain automatisme là-dedans. Sinon, ben, pour appliquer pour des postes plus hauts, là, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les nominations intérimaires, les promotions, etc., etc. Et je vais juste ajouter comme soyez réaliste. Alors, c'est assez clair sur le lien que j'ai partagé. C'est comme si tu es un étudiant de l'université, si tu es un doctorat, quoi que ce soit. N'essayez pas de comme dire, OK, je devrais être au dernier échelon quand j'ai juste débuté mon programme d'université. Ce n'est pas réaliste. Alors, juste, c'est une négociation, mais sois réaliste dans cette négociation. Oui, OK, merci. Donc, prochaine question. Question un peu plus personnelle, si on veut. Pouvez-vous parler de certains de vos défis personnels dans la fonction publique et comment vous les avez surmontés? Puis peut-être, c'est ça, surtout en début de carrière, là, c'était quoi vos défis personnels? OK, je peux commencer. Alors, je dirais que comme j'ai rentré en fonction publique un peu plus comme âgé que les autres, je n'avais pas une position d'étudiant et ça m'a pris 2 années pour avoir une poste permanent dans le gouvernement du Canada. Alors, j'étais comme 27 ans quand j'ai commencé cette poste et j'étais un agent de programme junior. Je pensais que j'étais comme un peu tard dans mon carrière parce qu'il y avait beaucoup de personnes avaient des positions d'étudiants. Ils ont commencé leur carrière quand ils étaient comme 22, 23, 24. Et je sentais que j'étais un peu tard. Alors, quand j'ai eu des opportunités, je pensais comme c'est un peu
comme je dois comme rattraper de tous les étapes. Je dois essayer de faire les étapes de mon développement de carrière plus vite que les autres parce que j'étais comme tard dans mon carrière. Um, quand j'ai eu une poste intérimaire, c'était très bon pour moi. C'était une opportunité, mais il y avait comme des défis pour les processus de sélection ou de comme aller à la prochaine niveau et tout cela. Alors, je dirais comme juste comme par rapport aux conseils, soyez patient dans cet environnement parce que vraiment, ça va être une période de changement pour le gouvernement du Canada. Si tu peux trouver une poste junior pour quand tu finis tes études, ça c'est excellent. Um, Ça n'a pas beaucoup de relation avec le poste qui est là, mais c'est vraiment pour débuter votre carrière. Et puis, oui, juste comme trouver les opportunités que tu peux trouver, mais soyez patient dans cet environnement. Et des fois, on voit les étudiants où ils disent, OK, l'environnement de travail, l'environnement d'embauche, ce n'est pas positif maintenant dans le secteur privé, dans le secteur public. Peut-être c'est le temps de faire une autre programme une autre degré, tout cela. Alors, des fois, c'est le cas. Véronique? Ouais, moi, je dirais peut-être deux choses. Premièrement, moi, je suis rentrée en 2022. Fait que c'était comme encore la COVID, là. Nous, on fallait encore mettre des masques quand on était assis à nos bureaux dans les ministères. Fait que ça, puis maintenant, on n'est pas là, mais quand même, le travail hybride, tout ça, vraiment de trouver ce qui fonctionne dans votre équipe, surtout si vous joignez. Est-ce que les gens utilisent Teams? Est-ce que les gens utilisent des courriels? Plus, tu sais, quelle information transige joue? Est-ce qu'il y a des rencontres à chaque semaine? Est-ce qu'il y a des petits touch base à chaque jour? Si vous n'êtes pas dans les mêmes lieux? Donc, vraiment, ça, je dirais. Puis, de façon peut-être un petit peu plus personnelle, si vous êtes étudiant, en ambition et tout ça, moi, j'avais le problème d'œuf et la poule. Donc, j'appliquais pour des postes, on me disait, j'ai pas les compétences, mais on me donnait pas la chance nécessairement de développer ces compétences-là. Fait comment est-ce qu'on monte? Puis vraiment, c'est premièrement en étant vocal, vous devez être entrepreneur de votre carrière. Même si vous avez un plan de gestion des talents, même si vous avez le soutien de votre gestionnaire, vous devez trouver des opportunités pour votre carrière. Ça veut dire faire du réseautage, ça veut dire faire du mentorat, ça veut dire voir toutes les opportunités qu'il y a, ça veut dire vous prendre du développement professionnel, du temps pour votre développement professionnel dans votre horaire, des formations avec le gouvernement du Canada, des formations avec d'autres organismes aussi qui offrent des formations pour les fonctionnaires qui vous permettent de développer des compétences pour appliquer à ces postes-là. Puis en même temps, dans votre ministère, levez la main. Il y a la campagne de charité, il y a des réseaux des jeunes fonctionnaires. C'est sûr qu'il y a des activités ou des journées, puis l'organisation demande des bénévoles. Vous devez être vu. Vous devez être vu par vos collègues, vous devez être vu par votre gestion, vous devez faire votre marque, on en parlait tout à l'heure. Puis ça, c'est vraiment la façon dont vous pouvez développer votre carrière, à mon avis. C'est ce que j'ai fait. Puis pour moi, ça fonctionne. Donc, j'espère que pour vous, ça va fonctionner. OK, merci. On va juste répondre à une dernière petite question vite, vite. Là, j'aurais juste besoin d'une couple de minutes à la fin pour une dernière annonce. Mais quelqu'un demande s'il n'est pas permis de partager notre post sur les réseaux sociaux, quelle est la meilleure façon de connecter avec d'autres professionnels sans dévoiler le ministère où on travaille? Je pense que je connais déjà la réponse, mais je vais vous laisser peut-être répondre. Là. Oui, oui, ça c'est un peu difficile, mais tu peux changer ton approche. Alors, certainement, il y a beaucoup de positions que tu ne veux pas comme divulguer l'information sur les réseaux sociaux. Si tu travailles comme espion ou même des choses qui sont un peu plus communes. Mais j'ai des positions que j'ai faites que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont assez comme au public, dans les nouvelles, tout cela. Alors, je dirais comme vous pouvez être un peu plus général dans ce que tu dis.
Tu peux dire, je travaille pour le gouvernement du Canada. Tu ne dois pas dire, je travaille pour cet ministère en particulier. Je fais ces tâches en particulier. Et puis, je pense que c'est assez commun du côté de sécurité et d'intelligence qu'on ne veut pas divulguer qu'est-ce qu'on fait ou on ne peut pas ou ne devrait pas le divulguer. C'est assez commun. Il y a une communauté pour les personnes qui travaillent dans l'intelligence et la sécurité. Et puis, c'est une façon de comme créer un peu d'une communauté commun. Mais partage seulement l'information que tu veux divulguer. Tu ne dois pas divulguer tout sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social. OK, super. Véronique, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou non. OK, c'est bon. Donc, ça termine la période de questions. Donc, merci à tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. Juste avant de terminer, Véronique en a parlé un peu tantôt, mais j'aimerais vous parler du camp de carrière. Donc, c'est un événement virtuel organisé par le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux qui va avoir lieu le mois prochain, en janvier. Dans le fond, ça va être sur quelques journées. On va avoir 8 séances en français et en anglais. Vous pouvez assister à à toutes les séances ou à seulement quelques-unes qui vous intéressent le plus. C'est vraiment vous qui décidez. Mais il va y avoir des séances de mentorat éclair et il va y avoir des ateliers qui vont être très pertinents pour les étudiants. Là. Par exemple, on va parler de la façon de trouver votre prochaine opportunité, comment faire du réseautage, comment bien utiliser LinkedIn, comment trouver un mentor, etc. Donc, ça va être très intéressant. Josh vient de publier le lien dans le clavardage, donc on vous encourage vraiment à vous y inscrire. Donc, c'est le mois prochain. Donc, c'est ça. Puis, juste avant de terminer la séance, on aurait une dernière question de sondage pour vous. Je pense que ça va être affiché. Ouais, OK. Donc, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure cette séance vous a-t-elle aidé à planifier votre carrière? OK, bon, le sondage est terminé, donc c'est super, merci beaucoup. Et merci à nos panélistes remarquables et à tous nos apprenants qui continuent à prendre leur carrière en main et à investir du temps dans leur développement. Donc, merci encore et on espère vous revoir bientôt. Bonne fin de journée tout le monde.